Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, 2024 a vu le Belvin grimper de près de 15% grâce à une réorientation sectorielle. L'année 2025 pourrait marquer un nouveau sommet pour l'indice. L'année de 2024 se termine avec une très belle performance de l'indice Belvin. Alarme sonnée sur nos finances publiques. Un déficit de 4,6% du PIB en 2024, certes préoccupant, mais pas aussi catastrophique qu'on le croit. En 1981, le déficit total des pouvoirs publics en Belgique était proche de 15%, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on observe aujourd'hui. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7, à la une. En 2024, le Belvin a enregistré une progression remarquable de près de 15%, en grande partie grâce à un repositionnement sectoriel. 2025 pourrait être une année record pour l'indice bruxellois. Benoît Van Den Hove, CEO d'Euronext Brussels, nous en parle. Vous êtes arrivé à la tête de la bourse de Bruxelles en juillet 2023. 2024 était donc votre première année chez Euronext. Quel bilan pouvez-vous tirer ? L'année de 2024 se termine avec une très belle performance de l'indice Belvin, vous le mentionniez, près de 15% de croissance pour l'indice Belvin, alors porté par quelque part les valeurs qui font la beauté de la bourse de Bruxelles. On a le secteur biopharma avec UCB qui fait quasi plus 140% sur l'année 2024. Argenis qui continue à montrer sa force et sa croissance. Et puis alors, le chouchou des Belges qui est l'action Lotus, qui a aussi porté ce mouvement aussi sur le Belvin. Comme nous l'avons dit, le Belvin a connu un repositionnement sur Euronext. Quelle est la stratégie ? Alors la stratégie, on l'a développée au niveau du groupe il y a quelques semaines. L'idée, c'est de grandir de manière organique sur un certain nombre de sujets. Et un de ces sujets sur lesquels on veut avancer de manière plus concrète, c'est tout ce qui est les CSD, les dépositaires. C'est là où les actions sont détenues, un peu le comptable de la bourse, pour offrir des services nouveaux aux émetteurs, mais également aux banques qui utilisent nos services. Dans les perspectives 2025, il y a donc la stratégie, mais il y a aussi la politique. On sait qu'elle a un impact sur les marchés. Alors à quoi peut-on s'attendre pour 2025 ? Écoutez, moi ce que j'attends du politique pour 2025, c'est qu'on soutienne deux choses. C'est qu'on soutienne l'entrepreneuriat, qu'on soutienne les personnes qui veulent créer du business, qui veulent créer de la richesse pour la Belgique, créer de l'emploi pour l'environnement belge, mais également soutenir les investisseurs, ceux qui mettent de l'argent sur la table et qui prennent un risque. On l'a vu l'an passé, par exemple, avec le bon d'État, où en fait on a subsidié un investissement sans risque. Ce qui a beaucoup plus de sens, c'est de soutenir les investisseurs qui risquent de tout perdre. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on plaide pour un certain nombre de mesures par rapport notamment à la TOB, supprimer la TOB pour les PME qui sont cotées en bourse. Dernièrement, nous parlerons beaucoup de l'écart entre le marché européen et le marché américain. Le retour de Trump à la Maison-Blanche risque-t-il encore d'accentuer cet écart ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ce qu'on a vu ici sur Euronext Bruxelles, c'est qu'un certain nombre de champions belges, quand on les choisit bien, ces champions peuvent avoir une très belle performance. On parle beaucoup des Magnificent Seven aux États-Unis. Quand on enlève ces Magnificent Seven, la performance américaine n'est pas aussi terrible par rapport à la performance européenne. Et en Europe, on a les granolas. Je pense qu'on a vraiment de quoi faire face à ce que les États-Unis sont en train de faire. Z sur 7, à la une. Alarmant, catastrophique, du jamais vu, les mots inquiétants ne manquent pas pour évoquer nos finances publiques. Cependant,
l'économiste Philippe de Feit tempère ses discours. Avec un déficit budgétaire estimé à 4,6% du PIB en 2024, la situation est grave, mais peut-être moins désespérée qu'on ne le pense. Philippe de Feit, économiste. J'avais quand même en tête qu'en 1981, le déficit total des pouvoirs publics en Belgique était proche de 15%, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on observe aujourd'hui. 509 milliards d'euros, c'est le montant estimé de la dette fédérale en 2024. Mais derrière ce chiffre vertigineux se cache une réalité plus nuancée grâce à des charges d'intérêt historiquement faibles. Un point qui est certain, c'est que les charges d'intérêt n'ont quasiment jamais été aussi basses depuis 1970 qu'aujourd'hui. L'importance des charges d'intérêt par rapport à la richesse nationale, c'est environ 2,5%, mais ça veut dire évidemment qu'on a plus de facilité pour gérer les finances publiques et les remettre dans le bon ordre. Les chiffres du déficit au début des années 90 étaient encore plus alarmants, mais le pays avait réussi à rebondir. Faut-il pour autant balayer les inquiétudes actuelles ? Pas si vite. Les perspectives de croissance, limitées à 1,3%, sont bien moins porteuses qu'autrefois, rendant tout redressement difficile. Jean-François Husson, professeur en finances publiques à l'UC Louvain. Avec les années qui viennent, quid de la croissance ? Il y a peu de projectionnistes qui estiment qu'elle sera importante. Et quand on regarde les taux d'intérêt, avec les perspectives inflationnistes, avec toute une série de frictions qui peuvent se manifester à différents endroits, on peut aussi supposer que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc je pense qu'il faut être particulièrement prudent en la matière. Grave ou non, la situation financière du pays reste fragile. Philippe de Feit partage cette prudence, rappelant que les soins de santé pèsent autant que les pensions dans le budget. Et ce n'est pas tout. Les projections budgétaires actuelles ignorent encore les coûts liés à la transition environnementale. Z sur 7 à la une. Selon le Global Risks Report, les entreprises naviguent sur un terrain géopolitique risqué, avec les conflits armés en tête des préoccupations. Jan Valcaster, Managing Director chez Marsh Belux. Le risque principal pour l'année 2025, ce sont les conflits armés entre États. On voit bien ici Russie, Ukraine, le Moyen-Orient, le Soudan, et l'impact que ces risques ont sur la stabilité dans le monde entier. Les tensions géopolitiques freinent les échanges commerciaux. D'après la Commission européenne, le volume des exportations belges vers la Russie a chuté de 50% depuis 2022. Une invasion de Taïwan par la Chine pourrait aggraver la situation, menaçant l'accès à des matériaux clés. Selon Jan van Kalster, les entreprises belges, largement tournées vers l'import-export, dépendent fortement de la stabilité. Or, celle-ci fait cruellement défaut actuellement. Dans ce contexte instable, la survie des entreprises repose sur une stratégie essentielle. Anticiper pour s'adapter avec l'appui croissant des risk managers. Ils identifient les risques auxquels elles pourront être confrontées dans l'avenir, ce qui leur permettra d'adapter leur stratégie en fonction de l'évolution de ces risques. Face aux menaces géopolitiques, économiques, naturelles ou numériques, la cartographie des risques devient cruciale. Pour les entreprises cotées en bourse, c'est une obligation. Ces sociétés-là savent bien que si elles veulent survivre et si elles veulent continuer à croître dans l'avenir et si elles veulent avoir une plus grande résilience, elles ont besoin de suivre les risques de près pour pouvoir s'adapter. Protéger son image est désormais aussi crucial qu'anticiper les risques matériels. Une rumeur sur les réseaux sociaux, même en présence d'un bon produit ou service, peut affecter la perception des gens et la réputation de l'entreprise, comme le rappelle Jan van Kalster. Pour des menaces difficiles à assurer, comme les cyberattaques ou les catastrophes naturelles, l'appui de l'État est incontournable. Le secteur privé peut toujours assumer une grande partie de ces risques, mais la question c'est également à quel prix. Et est-ce que tout le monde peut se permettre de payer un prix pour se protéger contre un tel risque, d'où l'intervention de l'État qui est très importante également. En 2025, cartographier les risques, s'adapter et collaborer seront les clés pour les entreprises belges afin de naviguer dans un environnement toujours plus instable.
Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Olivier Mouton, chef news chez Trends Tendance, revient sur le dossier du Trends Tendance de ce jeudi, intitulé « Les 5 shérifs de l'Arizona ». Ce dernier aborde l'ultimatum de Bardo-Weaver pour le 31 janvier, la place des présidents de partis au gouvernement et l'immobilisme causé par la particratie. Premièrement, nous avons un délai jusqu'à la fin du mois pour avoir un gouvernement. Est-ce qu'on y croit encore ou plus du tout ? On y croit parce qu'évidemment, il y a une sorte d'obligation de résultat. Le roi a quelque part mis la pression sur le formateur Bardo-Weaver, qui lui-même met la pression sur ses troupes. Mais tous les politologues que l'on a interrogés dans le cadre de ce dossier-ci analysent en tout cas le fait qu'il est encore possible que ça échoue. En tout cas que la proportion de chance reste autour de 50-50. Donc c'est quand même assez singulier alors qu'il est maintenant, ça fait à peu près 8 mois qu'on discute et qu'il reste 2-3 semaines avant l'échéance. Deuxièmement, pouvons-nous être un peu plus convaincus que ce gouvernement pourrait sauver notre économie ? Alors évidemment, plus le temps passe, plus l'ambition risque d'être revue à la baisse. Tant le risque d'échec que l'ambition, on le voit au niveau de la réforme fiscale où le bras de fer entre Voreuil et le MR, mais les autres aussi, fait qu'on se rend compte que petit à petit l'ambition diminue. On parle maintenant de 2,5 milliards, c'est nettement moins que ce qui était prévu initialement. Donc, et de manière générale, les équilibres au sein de cette Arizona font qu'on a l'impression que l'ambition sera mesurée alors que les défis et la nécessité d'agir pour sauver l'économie belge sont très importants. Troisièmement, vous l'illustrez parfaitement sur la couverture de ce Trends Tendance, où l'on voit des présidents de partis forts représentant ce gouvernement Arizona. Mais cela implique-t-il que ces présidents feront partie du gouvernement ? Alors Georges-Louis Boucher a eu cette petite phrase disant que lui le souhaiterait, surtout pour lui-même, en espérant avoir un poste de vice-premier, un grand ministère de la sécurité, la présidence du parti et le reste avec. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, du côté flamand, Voreuil et le CNV, là encore, sont plus mesurés. En tout cas, ça pose une question sur ce régime qui change, des partis de plus en plus forts, un parlement qui est pratiquement atone et une politique qui évolue avec un régime qui est en train de changer. Si ces partis forts permettaient de piloter avec clarté et visibilité l'économie belge, on serait ravis, mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement ça. C'est souvent aussi une source d'immobilisme. Finalement, Bardo-Weaver avait évalué à environ 500 € par seconde le coût de l'absence de gouvernement. Vous avez revu les chiffres et apparemment, on n'en est pas du tout là. Nous, on est même beaucoup plus haut. On est à 1117 € par seconde. Parce qu'il faut tenir compte évidemment des perspectives, du cap des économies qui seront réalisées. Donc effectivement, l'effort et le coût du non-gouvernement est très important. Donc une raison de plus pour agir et atterrir à la fin du mois ou en tout cas au début février. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour clore cet épisode, Jérôme van der Bruggen, analyste pour la banque Degroof Petercam, vient nous parler de l'actualité des marchés. Les bourses sont dans le vert grâce à de bons chiffres d'inflation pour le mois de décembre. Hier, il s'agissait des indices à la production. Ce sont des chiffres qui sont rassurants. Les chiffres rassurants, disons que les chiffres d'inflation sont conformes aux attentes. On a une décélération de l'inflation des services, ce à quoi on s'attendait, notamment les prix du logement. On a une baisse du prix des biens manufacturés, de nouveau ce à quoi on s'attendait, mais dans un contexte où les taux d'intérêt à long terme se sont tendus ces derniers temps, quelque chose qui est conforme aux attentes, rassure le marché, et c'est pour ça qu'on a eu la belle détente d'aujourd'hui. Autre grosse actualité, c'est la saison des résultats. Démarrage aujourd'hui avec les banques.
Cette saison commence aujourd'hui, comme vous le dites. Elle va s'intensifier lentement mais sûrement au cours des 4 prochaines semaines. Je pense que le 7 février, on devra avoir à peu près les 3/4 des entreprises américaines qui auront sorti leurs résultats. 8%, c'est le taux de croissance séquentiel d'année en année auquel on fait face sur le marché américain. Nous pouvons nous demander si nous aurons également 8% pour le trimestre qui arrive. Alors, pour le trimestre qui vient, les analystes n'ont pas été très originaux. Ils s'attendent à 8%. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une autre tendance très forte va continuer ce trimestre-ci. Cette croissance sera tirée par les 7 magnifiques. C'est cette entreprise de la tech qui, je vous le rappelle, ont depuis cette année et demie, depuis ces 6 trimestres où la croissance est normalisée, une croissance de 35%, ce qui vont dire, et je pense que ça, il faut le remarquer, que le reste de la cote, en fait, croît très peu. En agrégé, le reste de la cote connaît une tendance assez faible. C'est surtout ces entreprises-là qui tirent la croissance bénéficiaire. Il convient de déterminer sur quel secteur concentrer nos investissements. Alors, à part les entreprises de la technologie, je pense que si on regarde d'un côté, disons, le meilleur performeur ce trimestre-ci, ça risque d'être les financières. Les banques ont débuté aujourd'hui. Goldman Sachs a battu son meilleur trimestre qu'il avait fait, je crois que c'était le 3e trimestre 2021, qui était son meilleur trimestre historique. Donc ça se passe bien. JP Morgan a sorti des résultats, Wells Fargo, Citi. On a une très belle croissance bénéficiaire. En agrégé, on s'attend à peu près 13% de croissance pour ce trimestre. Mais de l'autre côté, l'énergie baisse des bénéfices attendus d'à peu près 30%, parce qu'évidemment, le prix du pétrole n'a pas été aidant. Donc, très bonne financière, très mauvaise saison pour l'énergie. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité. Et demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Demain, vous découvrirez les points marquants de l'actualité accompagnés de vos analyses économiques. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce de Pareto pour en savoir plus sur l'investissement immobilier avec un crédit. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, l'investissement immobilier avec un crédit vous offre un effet de levier. En effet, quand votre crédit va vous coûter moins cher que ce que le bien va rapporter, on a tout avantage à financer une partie ou la totalité de l'investissement que nous sommes en train de réaliser avec un crédit. Un crédit aujourd'hui coûte un petit peu plus, un petit peu moins de 3%. Un bien immobilier va vous offrir un rendement locatif de 2 à 4 ou 5% pour les chanceux et une plus-value au fil du temps de 1, 2, 3% par an. Si nous sommes donc prudents et que nous tablons uniquement sur un rendement locatif de 2,5 et une plus-value de 2,5%, cela fait 5 qui rentrent, mais 3 qui doit sortir pour payer le banquier. J'ai donc un différentiel de 2% qui m'offre un effet de levier considérable sur le peu de fonds propres que j'aurai injecté dans le placement. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.